Rotate your phone. Non. Comment ça? Bonjour à tous, salut, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. J'espère que vous me recevez bien. J'ai plein de messages bizarres de Facebook, mais oui, je vois que ça marche. Parfait. Alors bonjour, bienvenue dans notre live spécial aujourd'hui. Chaque mois, vous le savez, je reçois un invité. Chaque mois, je reçois... Je m'excuse. Il y a comme... Voilà, ça va aller mieux. Donc chaque mois je reçois un invité et aujourd'hui je reçois Karim Fradin qui est avec nous pour parler du sujet de My Hero Academia, qui est le sujet qu'il a lui-même choisi. Alors Karim, c'est un invité un peu particulier, déjà c'est pas la première fois que tu fais des lives avec nous, donc merci à toi d'être là encore aujourd'hui. Puis il va vous expliquer pourquoi c'est un invité un peu spécial pour nous aussi. Donc je te laisse te présenter, Karim. Ben, c'est super gentil déjà pour l'invitation, j'apprécie énormément. La première fois qu'on a fait un live ensemble, ça s'était super bien passé. Donc je m'appelle Karim Fradin, j'ai 27 ans et donc à côté de mon travail professionnel dans le domaine des effets visuels, je dessine énormément depuis plusieurs années maintenant et je me suis lancé donc pour faire des projets de manga de mon côté aussi. Donc ça va faire maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai fait des projets, que j'en ai recommencé et donc là actuellement je suis sur un projet de manga en cours sur lequel je suis en train de bosser. Donc c'est quelque chose qui m'a fait aussi me rapprocher de l'Otaku Manga Lounge pour aussi avoir des retours de leur part, parce qu'évidemment il y a un œil très critique là-dessus. Et le fait de bosser sur un manga et de bosser sur un projet, évidemment il faut avoir des inspirations, des choses qui nous rappellent des côtés qu'on aime dans certains mangas. Et en l'occurrence, My Hero Academia, ça a été une de mes grandes sources d'inspiration pour énormément d'aspects techniques, graphiques, mais aussi créatifs. Et c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir échanger et regarder avec plus en plaisir. Alors, juste avant de commencer, je vois qu'on a des problèmes de caméra. Je ne sais pas si ça marche pour vous, mais pour nous, ça a l'air d'être pas dans le bon sens. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire, équipe technique? Aucune idée. Alors mon équipe technique ne sait pas ce qu'il faut faire, mais je vois qu'il y a plein de monde qui nous met des cœurs et que c'est très gentil à vous. Merci pour les cœurs. Équipe technique, est-ce que je laisse comme ça quand même? Ok, je laisse comme ça, c'est parti. Alors mettez-moi vos commentaires si c'est insupportable, vous me le direz. Donc allons-y avec le sujet qui nous intéresse, My Hero Academia. Donc tu disais que c'était une de tes grandes sources d'inspiration pour le manga que tu es en train de faire. Est-ce que tu dirais que c'est ton manga préféré ou pas forcément? C'est toujours une question assez compliquée à répondre, de savoir quel est ton manga préféré, parce que à l'âge que j'ai maintenant, évidemment, je suis passé par énormément de grands mangas, que ce soit par des noms comme Dragon Ball Z, One Piece, Naruto. Tout ça, c'est vraiment des grands noms qui font que les générations actuelles, comme My Hero Academia, ont fait qu'ils sont présents aujourd'hui avec la qualité d'histoire et de graphique telle qu'on l'a présentement. Je dirais que c'est certainement un de mes mangas favoris du moment. Je pense que dans cette nouvelle génération d'auteurs qui émerge, je pense que l'auteur de My Hero Academia, Koei, a vraiment trouvé une formule originale. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est que c'est un côté mélangé entre manga et comics qu'on n'avait pas beaucoup vu, je pense, jusqu'à présent, et qu'il a vraiment très bien fait, très bien amené. Effectivement, ça ouvre vraiment des nouvelles portes dans le manga aussi. Je pense même qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément très rattachés à l'aspect manga, que ce soit visuel, au niveau de comment les mangas racontent des histoires, mais My Hero Academia a apporté quelque chose que même, je pense, les lecteurs de comics ont vraiment apprécié, parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur rappelait un aspect qui était cher à eux, et au-delà de ça, en plus, c'est quand même avec un aspect visuel manga. Donc ça, je pense, c'est un gros succès de la part de l'auteur. Complètement. Et donc, au niveau de l'aspect visuel, qu'est-ce qui, toi, t'a frappé, et puis qu'est-ce qui t'inspire finalement là-dedans? Alors, My Hero Academia, je pense vraiment ce qui est très inspirant avec ce manga, c'est que c'est très dur d'en trouver des défauts. Parce qu'il y a certains mangas, je vais prendre l'exemple de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est un manga où l'histoire, la narration est absolument incroyable, très très bien écrit. Après, côté visuel et côté manga, au niveau du bouquin, c'était pas, on va dire, le meilleur dessin du monde, c'était pas le manga le plus beau. C'est pour ça d'ailleurs que le manga n'avait pas très bien marché quand il existait, mais quand l'animé est arrivé, ça a fait un boom phénoménal parce que la qualité d'animation était très bonne et le manga a explosé. My Hero Academia, c'est une toute autre histoire, c'est-à-dire que je ne vois absolument pas de défaut. Je vais juste vous donner un exemple. C'est absolument la toute première double page du manga. Et comme vous pouvez le voir, c'est bondé de détails.
il y a des détails absolument partout. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un message de l'auteur et de son équipe, vraiment pour vous dire dès les premières pages que c'est ce que vous allez avoir. On va vraiment vous donner du rêve, du détail, des très beaux dessins. Dès les premières pages, en fait, il y a énormément d'actions, il y a énormément de choses qui se passent. Donc on est vraiment lancé dedans très très vite. Donc je pense que c'est ce côté-là qui fait que My Hero Academia marche vraiment bien, je pense, en ce moment. Et surtout pour le bouquin, moi en tout cas, j'ai rien à dire. C'est vraiment très très bon. Excellent. Attends, juste on va faire une petite arrêt technique. Comme ça, on va essayer de tourner la caméra. Puis on va pouvoir reprendre dans les mêmes conditions. C'est terrible, Facebook. Il fait jamais la même affaire, jamais le même jour en fonction du jour. Il est d'humeur différente. Terrible. On va devoir. Voilà, j'espère que Coralie, peux-tu tourner un petit peu mieux la caméra vers Karim? Non, vers Karim. C'est lui l'invité. Voilà. Encore un peu plus. Voilà, super. Merci beaucoup. On est vraiment désolé pour les enjeux techniques. Il y en a souvent quand même avec les lives. Hein. C'est un peu le problème de la technique, du live. Donc rien à dire sur My Hero Academia, comme tout est liché. Est-ce que tu sais à quelle vitesse il travaille? Est-ce qu'il a beaucoup d'assistants? Est-ce que tu connais cet aspect-là, un peu derrière le rideau? Alors qu'est-ce qui fait qu'il atteint une aussi grande perfection dans son dessin? Je ne connaîtrais pas l'aspect, on va dire, de My Hero Academia au niveau de son équipe. Après, je sais, comme tu l'as évoqué, que quand un manga comme My Hero Academia est publié dans le Shonen Magazine, c'est en effet une énorme équipe qui va travailler ensemble et l'auteur, lui, va vraiment faire en sorte de créer la narration, de créer l'agencement des pages, de faire en sorte de raconter l'histoire. Et il va y avoir toute une équipe de personnes derrière lui qui vont s'occuper de tout peaufiner en termes d'ancrage, de mise en place du texte. Et aussi de la finalisation des pages pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur d'orthographe ou qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de l'ancrage. Donc tout ça, évidemment, c'est une énorme team qui travaille ensemble. Mais je ne saurais pas dire exactement pour My Hero Academia qui sont ces gens ou combien ils sont. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que même s'ils sont énormément, c'est vraiment impressionnant de voir la qualité qui sort, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des bouquins qui sont disponibles à la lecture en entier, mais la façon dont ces mangas sont publiés au Japon, ça apparaît par semaine, par chapitre, et donc c'est un rythme vraiment très effréné, vraiment très dur, souvent à suivre. Donc c'est pour ça que certains mangas, je pense, malheureusement des fois, doivent faire l'impasse sur la qualité visuelle pour continuer à raconter l'histoire et faire en sorte d'avoir un chapitre en fin de semaine qui soit disponible. My Hero Academia, c'est ça qui m'impressionne, c'est que peu importe sur quelle page je vais m'arrêter et que je vais regarder, il y a absolument du détail partout. Et je connais très peu de mangas qui sont vraiment très très cotés de ce côté et qui font ça vraiment avec cette qualité. Quand tu parles du détail, est-ce que c'est plus au niveau des personnages, des expressions, des décors Je vais reprendre la première page que j'avais pris en exemple. Par exemple, cette page que vous voyez ici, quand je parle de détails, c'est par exemple, il n'y a absolument aucun espace vide, dans le sens où on a un éclairage tout d'abord qui va nous donner une ambiance, et ensuite on a un décor qui est vraiment très détaillé. La page contient, je pense, plus d'une vingtaine de personnages à elle toute seule. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là, et au fur et à mesure qu'on va passer les pages, eh ben on va sentir que c'était pas, on va dire, un coup de chance, c'était pas que la première double page, c'est vraiment constant en fait, c'est énormément de personnages, là je pense qu'il y en a encore un peu plus d'une vingtaine. Oui, là cette page est vraiment chargée en personnages, là c'est comme énorme le travail qu'il y a là-dessus. Et ça reste très fluide, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres mangas qui vont aussi être très chargés, je vais prendre l'exemple de One Piece. One Piece, je pense aussi, ce qui peut des fois décourager certains lecteurs, c'est que c'est très chargé visuellement, mais souvent en termes de texte, en termes de choses à suivre, et ça peut des fois un peu décourager le lecteur à se dire « Ah ben, je comprends pas trop ce qui se passe, je suis un peu perdu, donc je passe les pages ». My Hero Academia arrive à garder ces pages relativement chargées, mais de manière plutôt homogène, pour faire en sorte qu'au niveau de la lisibilité, ce soit toujours agréable à regarder. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais apporté aussi pendant le premier live qu'on avait fait, durant lequel j'avais dessiné une page de mon manga. C'est que quand on fait une page, c'est vraiment super important de se mettre à la place du lecteur et de se dire, cette page me plaît, j'aime bien comment je l'ai faite, mais il faut faire en sorte que quand le lecteur va la lire, ça lui plaise aussi et qu'il se sente ancré dans l'histoire. Et que ce soit fluide, tu vois, quand l'agencement des cases a été bien fait, si ton œil est vraiment guidé de manière à ce que tu suives l'histoire correctement, puis que éventuellement même un bras ou un regard
soit dirigé vers la case suivante afin que ton œil soit dirigé correctement. Exactement, exactement. On voit que ça a été bien conçu. C'est ça. C'est ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que l'étape de storyboarding, que je pense aussi les mangaka au Japon passent, est très importante avant de rentrer dans le détail, de mettre l'ancrage. C'est que cette phase de storyboarding va nous donner une première idée de comment l'œil, comme tu l'as très bien dit, va lire la page. C'est-à-dire qu'on n'aura pas énormément de détails, mais on aura la construction. Et au premier regard, on pourra dire, ok, là, ça fonctionne très bien, je sais que l'action se passe ici, puis qu'on passe de manière fluide dans cette partie-là de la prochaine case. Sans, encore une fois, rentrer dans le détail. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est très importante. Le fait de rajouter du détail plus tard peut être piège, parce que plus on met de détails et de finition, plus peut-être on va se perdre là-dedans. C'est assez vicieux au final le détail, parce qu'on peut se perdre très vite dedans, et au final après perdre la lisibilité qu'on espérait avoir au début. Et encore une fois, l'auteur de My Hero Academia a plutôt très bien compris ça, je trouve, parce que c'est vraiment très lisible et très facile à lire. Donc encore une fois, juste je parlais des détails, on a énormément de pages où le tramage et la mise en place de la lumière est vraiment bien faite, impressionnante. C'est aussi un auteur qui abuse pas trop des trames, comme vous pourrez le voir chez Kishimoto par exemple, où tu as des traits de vitesse de partout. Il utilise quand même de façon assez avisée, on va dire. C'est vrai, et c'est vrai que c'est un très bon détail, parce que Kishimoto est un de mes auteurs favoris. Il fait aussi partie évidemment des influenceurs qui font que je fais ce manga sur lequel je travaille actuellement. Mais il y a certains aspects techniques, comme tu l'as dit, au niveau du tramage, qui ne sont pas forcément ceux que je préfère, et où Koei a fait ça de manière différente, et que je pense que je préfère de mon côté, parce qu'il n'y a pas énormément de trame. Ça va plus être au niveau du traitement du trait, au niveau du traitement visuel. Par exemple, cette page que je vous montre présentement, où il y a une action où l'un des personnages est vraiment en mauvais point et il est en train de crier. Donc pour montrer ça, au lieu de mettre énormément de lignes de dynamique, il a utilisé en fait une technique où il a fait des petites hachures au niveau des dents, par exemple au niveau des yeux, en donnant la ligne directrice de la dynamique sans dessiner ces lignes-là. Donc ça, c'est énormément utilisé sur pas mal de pages du manga. Et donc ça, c'est un bon point en effet. Où Kishimoto avait son style, ça a très bien marché. Je pense que c'est ce qui fait que Naruto était un succès mondial. C'est que l'histoire était absolument géniale, le dessin était très beau, il y avait des aspects techniques de la trame qui peuvent être à discuter, mais My Hero Academia, lui, ils ont choisi une toute autre direction, et ça marche aussi vraiment très bien. Et justement au niveau de la lisibilité, tu disais que pour toi c'est un manga qui était très abouti parce que c'était très... il n'y en avait pas trop partout, au contraire de One Piece peut-être. Est-ce que justement ce côté où il y en a un petit peu partout, c'est quelque chose qui était très utilisé dans les années 90. Je peux me rappeler de shoujo de ces années-là, où tu en avais partout, il y avait beaucoup de bulles, beaucoup de personnages qui intervenaient, plus des personnages à l'arrière-plan qui avaient qui faisaient des faces, plus des trames un peu partout. Bref, c'était vraiment très chargé, et c'était un style vraiment très marqué manga, ce qui fait que si on n'était pas un lecteur avisé de manga, qu'on n'avait pas l'habitude, c'était un peu obscur, un peu difficile de se mettre dedans. Est-ce que tu penses que ce style qu'il a adopté, qui est plus lisible, plus clair, est-ce que ça permet aux lecteurs de comics justement de mieux entrer dans le manga? Je pense pas que ça a été fait pour, mais est-ce que c'est en partie le fait qu'il y ait des super-héros, mais aussi le fait que c'est plus lisible qui a fait que des lecteurs de comics se sont mis... C'est un très bon point, comme tu l'as dit. Je ne pense pas que cet aspect-là de super-héros comics ait été fait vraiment volontairement juste pour séduire les lecteurs de comics. Mais je pense que ça a été un peu, on va dire, je vais appeler ça une invitation gratuite, dans le sens où ça fait vraiment partie de l'aspect visuel et de la création de l'auteur, parce que c'est vraiment son idée à lui, c'est vraiment la manière dont il a voulu écrire son histoire. Mais je pense aussi que ce qui a payé, c'est que, comme certaines pages que je vous montrais, il y a vraiment... une lumière qui est posée sur l'image, et ça on le retrouve énormément dans les comics où par exemple ça va être en couleur, mais il va aussi y avoir une ambiance lumineuse, il va y avoir quelque chose d'assez dramatique dans la manière où ils vont représenter leur planche en BD. My Hero Academia, ça reste évidemment dans le format manga, donc on est en noir et blanc, on suit les codes manga, mais désolé, je prends encore une fois cette page-là. Ta page préférée. Je pense que c'est une de mes pages préférées, c'est que moi ça me fait pas mal penser à certains comics où il va y avoir une lumière, il va y avoir quelque chose qui va raconter, pas seulement avec des bulles et avec des poses de personnages,
mais aussi avec une ambiance qui est posée au niveau des niveaux de gris, au niveau de comment ça a été mis en place. Je pense aussi que, plus en parlant de l'aspect visuel des personnages, je pense que le caractère, la recherche de personnages de My Hero Academia est assez spéciale de ce côté-là aussi. Parce que si on prend des mangas exemples comme, encore une fois, One Piece, où c'est très exagéré, c'est vraiment un aspect, on va dire, très manga. Oui, il y a comme le personnage principal, Luffy, qui a son caractère bien défini, puis chaque personnage secondaire qui a un caractère très presque stéréotypé. C'est ça, c'est exactement ça. Et même au niveau du dessin en soi, je pense qu'une personne qui n'a pas l'habitude de lire des mangas, s'ils voient des dessins de Dragon Ball Z par exemple, ou One Piece, ils vont dire oui, ça c'est des dessins japonais, je connais, c'est des mangas. My Hero Academia, on va évidemment associer ça à du manga aussi, mais ne serait-ce qu'en regardant la couverture du premier bouquin, l'un des personnages principaux qui s'appelle All Might, qui va être le mentor de notre personnage principal, a lui par contre un aspect visuel qui fait beaucoup penser aux comics, qui fait beaucoup penser aux super-héros. Et ça, c'est encore une fois, je pense, parce qu'il y a cette volonté d'avoir un manga qui va raconter une histoire de super-héros dans un monde où justement ces personnages-là, ces super-héros, vont être des symboles, des espoirs pour le peuple, pour les gens, ce qui est relativement toujours le cas aussi avec les super-héros de comics comme Superman, Batman, où on va se rattacher à eux. Et l'auteur a choisi, je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais l'aspect visuel de ce personnage-là, il aurait pu être traité d'une autre manière, il aurait pu être plus traité comme un personnage de manga vraiment à proprement parler, mais je pense qu'il doit y avoir quand même ce clin d'œil de se dire, on fait un manga de super-héros, pourquoi on ne va pas un petit peu rentrer quand même dans ce côté super-héros? Oui, même dans le visuel de son personnage, clairement. Parce que les autres personnages sont plus marqués du style manga, mais c'est vrai que All Might, ne serait-ce que il est en bleu, en blanc et en rouge, les couleurs du drapeau américain. Il y a énormément de petits côtés comme ça, comme tu l'as dit, les couleurs, ne serait-ce que ça, et aussi évidemment All Might, pour la plupart des gens qui suivent ce live et qui connaissent le manga, il va souvent s'amuser aussi à avoir des expressions anglaises comme oh great, oh my god. C'est vrai. Il y a tous ces petits clins d'œil qui font que pour moi le mélange entre manga et comics est vraiment bien fait de ce côté, parce que moi je l'achète, c'est-à-dire que quand je vais voir ça, je vais pas trouver ça grossier, je vais pas voir ça en me disant bon ils font ça pour faire plaisir à certaines personnes. J'ai trouvé au contraire que ça a vraiment bien été amené et bien écrit de la part de l'auteur. Penses-tu à la lecture de ça que Kohei Horikoshi est un fan de comics américains? Je saurais pas dire. Par contre, ce que je peux dire, je pense, c'est que dans la manière dont il a apporté le côté comics dans son manga, c'est qu'il connaît très bien, je pense, cet aspect-là. Et je pense qu'il connaît très bien les comics. De là à dire qu'il en est fan et qu'il adore, il y a de très fortes chances qu'il y ait en tout cas beaucoup d'aspects du comics qu'il aime, je pense, parce que comme moi, étant auteur amateur de mon côté, je m'inspire d'énormément d'auteurs comme justement Kohei, comme Kishimoto, Toriyama, tous ces gens-là qui ont créé leur univers et qui font qu'ils inspirent d'autres générations. Je pense qu'il y a énormément d'auteurs de comics très connus qui ont fait des comics qui marchent toujours évidemment comme Batman ou d'autres, qui ont inspiré ces gens-là aussi. Évidemment, il n'y a pas de frontière entre manga et comics, c'est des artistes, c'est des gens qui écrivent des histoires. Et je pense qu'il a trouvé certainement des sources d'inspiration vraiment intéressantes de ce côté-là. Probablement, effectivement. Puis c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui peut rassembler les deux types de lecteurs. Les lecteurs de manga puis les lecteurs de comics, historiquement, ils se mélangent vraiment pas bien. Là, c'est pas les mêmes personnes, clairement pas. Ils ont pas la même philosophie de lecture, ils aiment pas les mêmes types d'histoires, les mêmes types de héros. Et c'est un manga qui peut rassembler ces deux types de lecteurs. Puis ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Il y a pas mal d'autres mangas qui ça se fait, c'est vrai. Et tu as apporté un très bon point, c'est que moi, pour le travail dans lequel je travaille actuellement, j'ai fait une école d'art en France pendant 4 ans. Et évidemment, le manga, c'est très populaire en France, mais dans le domaine artistique, dans le domaine où les professeurs vont vous apprendre toutes les notions d'anatomie, les notions de perspective, dès que vous allez leur parler de manga, ils vont vous regarder d'un peu de loin parce que c'est pas forcément pour eux la référence ou quelque chose qu'ils vont beaucoup apprécier. Il y a beaucoup plus, on va dire, de reconnaissance au niveau des BD franco-belges, au niveau des comics, tout ça, ça a plus un aspect, on va dire, de référence pour les professeurs. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais dû faire face à ça, parce que moi, j'ai grandi avec les mangas, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Les comics, c'est quelque chose que je connaissais aussi, mais j'ai moins grandi avec des comics qu'avec des mangas. Donc c'était toujours quelque chose sur lequel je faisais face, mais My Hero Academia, quand ce manga est sorti et qu'il est devenu populaire comme il est maintenant, ça m'a permis aussi de voir
moi, de mes propres yeux, des gens qui n'étaient pas forcément très proches du manga en soi, mais que quand ils ont découvert, pas le format papier, mais le format animé au début, c'est quelque chose qui leur a énormément plu, qu'ils ont trouvé absolument génial. Et là, ils m'ont dit, bah, écoute, ça m'intéresse vraiment, bah, je vais regarder au moins ne serait-ce que les premiers tomes pour voir commencer. Et ça leur a vraiment donné envie de lire des mangas et de lire des mangas sous ce format-là. Donc c'est pour ça que des fois, là c'est le média animation qui a fait que ces gens-là, ça leur a tapé à l'œil et que l'histoire, le contexte, l'idée leur a vraiment plu et ça les a dirigés vers le bouquin. Ça peut être l'inverse aussi de temps en temps. Mais en effet, voilà, il y a des auteurs qui vont prendre, je pense que c'est une prise de risque parce que à ce niveau-là, des fois, bah, soit ça va être un énorme succès, comme c'est le cas, soit ça va plaire, mais sans plus. Peut-être que le contexte va pas forcément. Parce que ça veut plaire à tout le monde, donc ça plaît un peu à beaucoup, mais pas beaucoup à tout le monde. Okay. Puis, donc toi, tu as commencé avec l'animé, c'est ça? Et ensuite, tu as découvert le manga. Quelles sont les différences entre les deux? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Est-ce qu'il y en a un que tu considères comme meilleur? Alors ça va être encore un des points qui fait que c'est très difficile de trouver des défauts à ce manga. C'est qu'en effet, j'ai découvert My Hero Academia par l'animé. Je m'excuse, mais je ne saurais pas dire quel est le studio d'animation qui a travaillé dessus, mais c'est un très très bon studio. Parce que chaque épisode, si vous avez eu la chance de les voir, il y a vraiment une finition et un détail qu'on ne peut pas malheureusement voir pour toutes les adaptations d'animé en ce moment. Il y a certains qui n'ont pas le même budget, il n'y a pas les mêmes équipes derrière, donc ce ne sera pas la même qualité. My Hero Academia, il y a une qualité constante, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça a eu le succès qu'il a eu. Donc moi forcément quand j'ai découvert ça, j'étais à fond dedans, j'ai vraiment tout regardé d'une traite et ça m'a absolument motivé encore plus dans mes projets. Et quand j'ai été évidemment au courant qu'il y avait des bouquins qui étaient disponibles, vu qu'à la base je suis quand même un acteur de manga à côté d'être aussi spectateur pour les animés, j'ai voulu acheter les premiers tomes et quand je me suis plongé dedans en fait, c'est là que tous les détails dont on a parlé jusqu'à présent m'ont tapé à l'œil. C'est que c'est absolument parfait dans le sens où je ne peux pas dire que l'animé a mieux fait les choses que le bouquin. Parce que là, en l'état actuel, en plus, c'est donc l'inverse. C'est d'abord le bouquin qui a été publié et qui a donné l'adaptation en animé. Et je pense qu'au contraire, c'est vraiment l'animé qui a fait un travail assez remarquable parce que c'est très 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 fidèle. Là, quand je lis les bouquins et que je retrouve des scènes que je lis, je vois absolument la même scène en animé dans ma tête qui a été faite exactement de la même manière, en apportant évidemment tout le côté musique, ambiance que l'animé apporte. Mais dans le manga, je me suis plongé dedans aussi, vraiment, vraiment très bien. Est-ce qu'il y a plus de détails dans le manga ou est-ce que vraiment l'animé suit Je pense que l'animé suit relativement proche. C'est vrai que de temps à autre, l'animé va avoir tendance des fois à passer certaines choses pour aller à l'essentiel, alors que le manga lui va plus rentrer dans certains détails. Là, je trouve que les deux sont vraiment très proches. Peut-être qu'il va y avoir quelques subtilités ou quelques passages où ça va être un peu plus expliqué dans le bouquin que dans l'animé. Mais ça, encore une fois, c'est un problème de format. C'est-à-dire qu'un animé, ça dure un certain temps par épisode. Et pour pouvoir combler ce temps-là, quand ils vont faire leur storyboard et l'animatique, ils vont se dire, bon là, dans ces 20 minutes, on peut mettre que ça. Alors que un bouquin, vu que ça sort, les chapitres sortent par semaine, ça se construit de manière graduelle, donc ils ont un peu plus le temps de rentrer dans le détail, de raconter ce qu'ils veulent raconter. Et encore une fois, c'est pour ça que l'animé, on fait vraiment un très beau travail, c'est qu'ils n'ont vraiment pas passé énormément de choses, ils ont vraiment pris le temps de garder le détail et de rester fidèle au bouquin. Et on a Marie-Hélène qui nous fait un commentaire qui est intéressant. Elle dit All Might porte les couleurs des États-Unis, mais Shoto Todoroki, il porte les couleurs du Canada. C'est un très bon rapprochement. Quand même. Je suis pas sûre que c'est fait exprès. Je ne pense pas que c'est fait exprès. Après, le fait que All Might porte les couleurs de l'Amérique, ça, je pense que c'est très probablement fait exprès. Par rapport au fait aussi qu'ils adorent faire parler le personnage en anglais, avoir des petites approches assez humoristiques dans cette langue-là. Je pense que ça, c'est volontaire. Pour Todoroki, je pense que c'est plus un aspect par rapport à son pouvoir. Donc Todoroki, c'est un étudiant qui étudie avec Midoriya, qui est le personnage principal. Et sa particularité à lui, c'est qu'il a la faculté d'utiliser le feu et la glace. Donc je pense que visuellement, encore une fois, ça c'est un code chez les mangaka pour pouvoir assez facilement identifier un personnage par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait. Ils ont joué sur la couleur de ses cheveux et pour faire en sorte de dire aux gens, voilà, s'il a une partie de ses cheveux qui est rouge, c'est parce qu'il peut utiliser le feu. Le père de Todoroki, Endeavor,
qui est juste derrière All Might dans le classement. Il a des flammes littéralement sur tout son corps, donc lui on comprend très bien que son pouvoir va être lié au feu aussi. Todoroki ça a été un peu plus subtil, c'est-à-dire qu'ils ont mis du blanc je pense pour relier au côté glace et le rouge pour le côté feu. Mais j'aime bien aussi l'approche du Canada, c'est pas mal. C'est quand même cool. Il n'y a pas un personnage bleu. Pour le Québec, ça serait quand même cool, bleu et blanc, je pense. Je saurais pas dire, c'est très probable qu'il y en ait un, mais ça peut être probable, oui. Marie-Hélène nous répond, c'était une blague, je sais que c'est pas fait exprès. Oui, on s'en doutait bien, mais on a beaucoup aimé le commentaire. C'est bien de rebondir là-dessus. Et alors une chose dont je suis curieuse quand tu réalises ton manga, est-ce que tu gardes les œuvres qui t'inspirent comme My Hero Academia ou d'autres vraiment proches, et puis si tu as de la difficulté à visualiser comment tu vas dessiner une scène, tu te réfères directement au livre, ou est-ce que c'est plus subtil que ça ou... Alors c'est encore une fois assez piège. Je pense que quand j'ai commencé les premières BD sur lesquelles je travaillais il y a une dizaine d'années, je faisais exactement ça, c'est-à-dire que j'avais le bouquin avec moi, et dès qu'il y avait une scène que je voulais illustrer dans mon histoire, j'ouvrais un bouquin par exemple comme Dragon Ball, et je regardais comment l'auteur lui avait par exemple mis en place le début de son combat, pour que moi ensuite je commence à réfléchir, à me dire je vais essayer de faire la même chose. C'est quelque chose que j'essaie de faire le moins possible maintenant, parce que ça peut être piège à trop s'inspirer, trop faire les choses de la même manière. Je pense que tout artiste qui veut se lancer dans un projet n'a pas forcément envie ensuite que son projet soit trop proche comparé à un autre artiste ou à un autre manga. Je pense que moi de mon côté ce que je fais, c'est que je vais lire des mangas, je vais essayer de rentrer dans ma tête toutes les choses qui me plaisent vraiment, tous les détails que j'aime dans la manière dont ils ont mis en place des combats, mis en place une certaine narration. C'est des choses que je vais garder pour plus tard, moi, quand je vais faire ma narration et ma mise en page. Pour ce qui est de la technique, ça peut m'arriver par contre souvent juste d'ouvrir une page aléatoire, sans forcément que je la choisisse, et que je vais regarder, je vais me dire, ok, donc lui, je vois qu'il fait par exemple les cheveux de cette manière, j'aime bien, je vais pas faire la même chose, mais je vais faire quelque chose qui va peut-être s'en rapprocher et de manière similaire, et je vais poser le bouquin et je vais plus regarder à ce moment-là. Donc ça, on va dire, c'est mon approche, c'est ma manière à moi de m'inspirer sans forcément copier, parce que je pense que personne n'a envie de copier de manière générale, mais on peut très vite le faire sans vraiment s'en rendre compte. Donc je pense que c'est toujours bien de garder un petit peu une distance, tout en se disant que voilà, il y a une petite inspiration. Intéressant. Puis je suis sûre que ça va intéresser tout le monde de savoir qui est ton personnage préféré. De My Hero Academia. C'est dur, mais après ça peut paraître banal, mais je vais quand même dire Midoriya. Mais je peux expliquer pourquoi. C'est qu'il y a un schéma en fait de construction des personnages dans les shonen qui est relativement similaire quand on va comparer One Piece, Naruto, My Hero Academia. On va toujours avoir un personnage principal relativement lambda, qui est pas forcément le super-héros, la personne la plus forte au début. Mais c'est ça qui est très important, c'est que quand un manga commence, il faut qu'on sache s'attacher à ce personnage. C'est-à-dire que nous, on est de simples êtres humains, on est des simples lecteurs qui adorons lire des mangas. Et donc quand on va découvrir ce personnage qui n'a rien de particulier et qui est entouré de gens extraordinaires, et ben ça va lui donner envie lui aussi d'avoir sa place là-dedans. Et donc ça, je pense que c'est ce qui fait que Midoriya est très attachant dès le début, c'est qu'on voit qu'il a vraiment de très bonnes intentions, que c'est quelqu'un de très gentil, un peu naïf, et que quand il va voir un de ses meilleurs amis en danger, il va avoir ce déclic de se dire cette personne-là est en danger, et en fait son corps va bouger tout seul pour aller aider cette personne-là. Et c'est ce qui fait que All Might va voir ça et se dire cette personne-là mérite de prendre mon pouvoir. C'est parce qu'il ne va pas avoir la volonté de chercher le succès, d'être toujours le plus fort. Il a eu juste ce réflexe de se dire il y a quelqu'un qui est en danger devant moi, il faut que j'aille l'aider, même si je n'ai pas de pouvoir, je vais faire ce que je peux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment très bien construit, c'est-à-dire que Midoriya ne devient pas absolument imbattable dès qu'il prend les pouvoirs d'All Might. Il y a quand même une phase d'évolution, il y a une progression qui est faite vraiment très bien. Et moi, je me suis vraiment très très vite vraiment attaché à ce personnage par rapport à tous ces aspects-là. Très cool. Ouais. Okay. Puis, personnellement, je trouve que ce qui fait souvent la grandeur d'une œuvre, c'est la manière dont l'auteur va réussir les méchants. Quel est pour toi le méchant le plus intéressant ou le plus abouti dans My Hero Academia? Ça va être très, très dur à choisir. Encore une fois, moi j'ai regardé la plupart j'ai vu tous les animés, j'ai pas lu tous les bouquins, mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y avait All for One qui était, on va dire, le gros vilain de cette période-là. Mais je pense pas que ce sera le personnage que je vais dire le mieux écrit en termes de super vilain. Je vais plutôt prendre Stain, qui lui, je trouve, a été écrit d'une manière où, évidemment, c'est un vilain parce qu'il va tuer des héros,
mais ils lui ont donné un contexte et ils lui ont donné une raison de faire ces choses qui fait que les personnes dans le manga ont pris du recul et se sont dit mais pourquoi il fait ça, est-ce qu'il a des raisons? Apparemment il a des raisons, et en fait c'est des vilains qui vont faire réfléchir, qui vont se dire c'est pas quelqu'un qui veut juste apporter le chaos, qui veut juste apporter le mal autour de lui, c'est quelqu'un qui a des convictions, il a ses raisons à lui de faire ce qu'il fait, tout comme un gentil, un super-héros va avoir ses raisons de se battre contre ces vilains-là. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qui avait vraiment été bien écrit pour Stein et qui avait vraiment été bien fait. Ouais. Ok, cool. Puis, ce qui est cool aussi, je trouve, dans My Hero Academia, c'est la diversité des pouvoirs qu'on va avoir. C'est vraiment très original. Quel est pour toi le mieux réussi? Encore une fois, je pense que c'est dur à dire. Je vais peut-être pas pointer le plus réussi, mais je pense que je vais pointer celui qui m'a fait le plus sourire et que j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié le nom du personnage, je suis désolé, mais c'est le personnage français qui lance des lasers avec son nombril. Et j'ai trouvé absolument ça génial. Et vu qu'il ne peut pas vraiment contrôler ce laser-là, en fait, il s'est équipé d'une armure qui lui donne une ceinture pour pouvoir contrôler ça de manière un peu plus normale. Ce qui m'a un peu rappelé, encore une fois, les comics avec les X-Men, avec ce fameux personnage qui peut lancer des lasers avec ses yeux. Oui, c'est encore une fois oui, il y a des lunettes pour... exactement, oui. exactement. Donc c'est tous ces petits détails, tous ces petits rapprochements qui font que ça va donner une petite touche qui fait sourire par rapport aux comics. Mais ce personnage-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il fait énormément sourire, il est très attachant. Et j'ai trouvé l'idée de lancer des lasers avec le nombril absolument génial. Donc, encore une fois, on retrouve des similarités, des inspirations, des connexions avec les productions américaines. C'est quand même intéressant. Il y a toujours eu, depuis les années 50, il y a des connexions entre les productions japonaises qui partent au Japon et inversement les productions américaines qui arrivent au Japon. Mais même si les lecteurs au final sont très différents, je ne sais pas si notre public savait, mais une des premières connexions qui a été faite, c'est les grands yeux qu'on retrouve dans les mangas, qui sont très caractéristiques des mangas et qui pourtant viennent de Tezuka, qui les a créés avec Astro Boy, et il s'était lui-même inspiré du personnage Mickey de Walt Disney. Donc il y a toujours eu ces connexions-là, donc je trouve ça vraiment intéressant de voir que ça s'intensifie et qu'il n'y a plus cette distinction qui va être faite avec qui est le meilleur entre le manga puis le comics, puis cette espèce de guéguerre. Non, c'est vrai, ça se démystifie un peu, et je trouve en effet aussi que c'est plus, je pense, le côté occidental qui commence un petit peu à accepter qu'il y a autre chose que ce que eux créent. Évidemment, les Japonais ne peuvent pas tout le temps être associés qu'aux mangas, qu'aux animés. Il y a des très grands créateurs, évidemment, comme Miyazaki, et d'autres grands du nom qui ont fait que l'animé a eu la notoriété qu'il a eu mondialement. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des grosses productions hollywoodiennes comme Alita, qui est inspirée du manga à la base, où ils ont pas eu, on va dire, le réflexe de se dire eh ben, on va lui faire une tête normale avec des yeux normaux. Ils ont gardé le côté des gros yeux pour garder cet aspect-là, et qui en soi, je trouve, est assez remarquable et qui est appréciable. Et je trouve que c'est aussi une marque de respect de dire ben, on ne va pas démystifier l'œuvre. L'œuvre est comme ça à la base, ça fait partie du personnage. S'il faisait un film Alita sans des grands yeux, c'est comme si on fait un film One Piece sans qu'il y ait de Gomu Gomu no. Ça n'a pas de sens. Complètement, c'est un aspect qui a été très critiqué dans Alita, mais je suis entièrement d'accord avec toi que ça garde un aspect très hommage au manga. C'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait un autre aspect dont tu voulais parler qu'on n'aurait pas encore évoqué dans le manga? Il y aurait énormément beaucoup à dire. Il y a tellement de choses qui sont bien faites dans ce manga, mais encore une fois, ne serait-ce que par rapport au dessin, à la narration. Quelque chose aussi qui est important, c'est que quand on lit un bouquin, surtout comme celui-là qui fait une bonne centaine de pages, c'est qu'il faut qu'on ait envie de le finir, il faut qu'on ait envie de le lire jusqu'au bout. My Hero Academia, quand on est plongé dedans, généralement, on ne se rend pas vraiment compte qu'on en arrive à la fin, parce qu'on est vraiment à l'intérieur de l'histoire et ça passe très bien. Il y a d'autres mangas où, par rapport à d'autres arguments, comme on a dit avec One Piece, où la lourdeur des pages se fait sentir, on va avoir un peu plus de mal à commencer un bouquin et à le finir de suite. On va peut-être le mettre de côté, se dire je le finirai plus tard ou je continuerai après. My Hero Academia, généralement, quand moi de mon côté je commence un bouquin, je le finis généralement tout de suite après, parce que je suis vraiment emporté dedans et que, encore une fois, la narration fait que c'est très très bien construit et qu'au fur et à mesure que les pages se tournent et que l'histoire continue, on a envie d'en avoir plus, parce que c'est agréable à regarder, c'est agréable à lire.
c'est aussi l'œil, je pense, qui fait que quand les pages sont trop lourdes et qu'il y a beaucoup trop d'informations qui viennent en même temps, c'est fatigant aussi physiquement. Et je pense que c'est pour ça que certains mangas peut-être ne peuvent pas se lire d'une traite, parce qu'on a besoin un petit peu de reposer ses yeux après autant de décortiquage d'informations, de pages avec beaucoup de bulles. My Hero Academia, à la base, c'est un manga d'action avec des combats, des super-héros, donc ils savent qu'il faut aussi aller à l'essentiel. On ne peut pas avoir énormément de pages avec des bulles qui font 40 lignes. Donc ça, je pense que l'auteur aussi l'a très bien compris. Donc quand on raconte une histoire comme ça, il faut garder le lecteur en haleine, et il faut lui donner de l'action, sans forcément qu'il y en ait trop, mais sans forcément non plus qu'il y ait des vides et des moments où on va se dire, bon, bah, là il ne se passe pas grand-chose, donc je vais poser. Donc voilà, il y a un rythme, je trouve, qui est vraiment bien posé. Ok, et donc, oui, donc c'est un manga qu'on a envie qu'on a envie de commencer parce qu'il y a un visuel intéressant, que ça rapproche plusieurs aspects culturels, et puis c'est un manga, une fois qu'on l'a commencé, qu'on a juste envie de terminer. Totalement. C'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup, Karim. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a dit de My Hero Academia, c'est un manga qu'on a envie de commencer et qu'on a envie de terminer dès qu'on l'a commencé. C'est un manga surtout qui d'après en tout cas Karim, n'a aucun défaut qu'on a pu trouver très dur à trouver. Ce soir. Il peut y en avoir, mais c'est très dur à trouver. Qui a une excellente adaptation animée d'excellente qualité, un character design intéressant et un caractère aussi des vilains intéressants, et puis surtout un manga qui va vraiment rassembler plusieurs aspects culturels autant orientaux que occidentaux. Donc vraiment une œuvre qui va passer à la postérité, je pense. Ah oui, oui. Et vraiment un petit détail, je pense, très clin d'œil, c'est que quand My Hero Academia a commencé à être publié au Weekly Jump, je ne saurais pas dire si c'est exactement pour ça ou non, mais Naruto a quand même été publié pendant plus de 10 ans, je pense même presque 15 ans. Et une fois que Naruto c'est fini, il n'a plus été publié dans le Jump, évidemment ça a fait un vide parce que c'était un énorme succès qui a été publié dans ce magazine pendant toutes les semaines pendant des années. Donc forcément il fallait trouver quelqu'un qui puisse être à la hauteur quand même de remplacer Kishimoto et Naruto. Et il me semble bien que My Hero Academia a été celui qui a été publié pour faire suite au vide que Naruto avait fait dans le magazine. Donc ça a été, je pense, aussi un très gros challenge de la part de l'équipe de remplacer un grand nom comme Kishimoto et Naruto, non seulement par le fait qu'il remplace un énorme succès comme Naruto, et aussi par le fait que ça reste un challenge d'apporter un univers qui est un petit peu orienté comics, comme on a dit, et super-héros. Et je pense que ça a été, ce qui fait aussi que ça a énormément bien marché, c'est que ça a été très bien reçu, et que les gens ont accepté, je pense, et ont reconnu la qualité du travail qui a été fait. Tout à fait, donc le futur grand classique du ça. Manga. Eh bien, merci beaucoup Karim pour ta présence ce soir, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Au plaisir de t'accueillir à nouveau parmi nous. Ça me fera plaisir aussi. Merci. Et puis pour tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce live. On se retrouve jeudi pour parler de toutes les nouveautés de la semaine. Et il va y en avoir beaucoup parce que la semaine dernière, comme vous savez, il n'y en a pas eu. Donc merci à tous et passez une belle soirée. Merci Karim. Merci.